Bonjour. Alors aujourd'hui c'est le chapitre 2 de l'électrostatique. On va parler du potentiel électrostatique après avoir parlé du champ électrostatique et de la loi de Coulomb la semaine dernière. Enfin, la leçon précédente. Je vous rappelle que lorsqu'on a une charge Q qui est placée en un point O, eh bien cette charge ponctuelle va créer en un point M quelconque un champ électrique. Là, le dessin, il est fait dans le cas où Q est positif, hein, le champ est dirigé dans ce sens. Si Q était négatif, le champ serait dirigé de M vers O, hein, vous vous rappelez. Et l'expression de ce champ est donnée par ça, Q sur 4pi epsilon 0 R au carré, et c'est porté par ER. R est donc la première coordonnée sphérique. ER est le premier vecteur de la masse sphérique. Alors, on va calculer la circulation élémentaire le long d'une courbe. C'est une courbe tout à fait quelconque. Tu vois, et on va considérer un point M et un point infiniment voisin M' qui va... Bon, là, vous le voyez, bien sûr, il est un petit peu plus éloigné, mais c'est juste pour le voir. Mais le point M' est pratiquement confondu avec le point M. C'est un déplacement élémentaire qu'on appelle dl, dont on va donner tout de suite l'expression. Puis après, on va dire ce que c'est que cette circulation. Qu'est-ce qu'on appelle une circulation? Bon, avant de faire tout ça, pendant que j'y pense, ce chapitre potentiel, on va faire comme le chapitre précédent, on va le couper en 3 parties, on va le découper en 3 parties, ce qui permettra d'avoir des vidéos pas trop longues, parce que sinon c'est un peu pénible. On essaiera de faire des vidéos de 20 à 30 minutes, comme la dernière fois. À propos de ce déplacement élémentaire dl, si on l'exprime en coordonnées sphériques, eh bien ça donne ça, hein, un déplacement selon ER, un déplacement selon Eθ, un déplacement selon Eφ. Et bon, dès que vous serez habitué à utiliser ces expressions, vous verrez dans très peu de temps, vous connaîtrez ça tout à fait par cœur, dr, r dθ et r sinus θ. Dans un petit moment, dans la suite d'ailleurs de ce chapitre, on verra un autre exemple où on aura besoin de dl et on rappellera à ce moment-là très exactement comment on l'obtient, ce dl. Mais pour l'instant, donc je suppose que vous connaissez le résultat. On le prend et on continue. On va maintenant définir ce qu'on appelle la circulation élémentaire. Alors par définition, c'est E, la circulation d'un vecteur E sur une distance dl, et bien c'est E scalaire dl. C'est ça la circulation. Dans notre cas, on l'a donné tout à l'heure, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R au carré. Et donc, on va avoir le vecteur ER scalaire dl. Et ER scalaire dl, ça dépend. Vous pouvez dire, si simplement vous regardez la projection de dl sur ER, et bien c'est justement dr. Ou bien tout simplement, vous faites le produit scalaire ici, vous prenez cette expression, vous multipliez scalairement par ER. ER scalaire ER, c'est 1, ça va donc nous donner dr. Et ER scalaire Eθ ou bien scalaire Eφ, ça va donner 0. Donc tout ça, ça s'en va. Et donc ça donne ceci. Bon, maintenant, pour passer à la dernière ligne, on constate que 1 sur R2, c'est la dérivée de moins 1 sur R, n'est-ce pas? Et donc dr sur R2 va pouvoir s'écrire moins d de 1 sur R. Ce qui est cette expression. Et si on rajoute une constante, ça ne change rien. La dérivée d'une constante, c'est nul. Donc, on peut l'écrire comme ça. J'efface tout ça. Et voilà, on écrit juste le résultat. DC. Bon, on voit que ici, c'est une différentielle totale exacte. Il y a une seule variable, de toute façon. Et on dit que le vecteur champ électrostatique dérive d'un potentiel scalaire.
lorsque vous avez la circulation d'un vecteur qui est égal à moins d de quelque chose, eh bien on dit que ce vecteur-là dérive de ce quelque chose. Ce quelque chose, on l'appelle potentiel scalaire, V de M. Et donc la définition, c'est toute la parenthèse qui est là. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, on dit que c'est une fonction V de M qu'on va appeler potentiel scalaire. Voilà, V de M égale Q sur 4pi epsilon 0 R plus constante. Maintenant, cette histoire de constante, on voudrait la définir. Généralement, bon, d'abord, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur pour cette constante. Il suffit de se mettre d'accord. Il suffit de dire ce qu'on prend. Bon, nous, ce qu'on va prendre, c'est, on va fixer un potentiel, on va l'appeler potentiel de référence, c'est-à-dire V égale 0, eh bien, lorsque R va tendre vers l'infini. Alors ça sera possible de le faire lorsqu'il n'y aura pas de charge à l'infini. On verra des exemples, quand il y a des charges à l'infini, on ne pourra plus prendre V égale 0 lorsque R tend vers l'infini. Il faudra prendre autre chose. Mais donc, si on fait R qui tend vers l'infini, vous voyez que ce terme-là, 1 sur R, il va être égal à 0. Et donc, on va obtenir V, qui donc est égal à 0, va être égal à 0 plus constante. Voilà, c'est ce qu'on écrit ici. Ce qui veut dire que la constante est nulle. Bon, cette histoire-là, ça rappelle un petit peu comme vous parlez de l'altitude de quelque chose. Par exemple, lorsque vous dites le sommet d'une montagne est à tant de mètres, bon, en fait, vous êtes en train de définir par rapport à une référence. La référence, dans le cas de l'altitude, c'est le niveau de la mer. C'est-à-dire qu'on prend égal à 0. N'est-ce pas? Bon, ben ici, c'est, voilà, la référence, c'est en fait à l'infini. Lorsque R tend vers l'infini, V est égal à 0. Alors, dans ces conditions, on va pouvoir dire que la charge Q va créer au point M un potentiel qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R. Et donc ça, c'est valable lorsque il n'y a pas de charge à l'infini. Hein, vous avez une charge ponctuelle Q qui crée ce potentiel-là. Donc si je résume, nous savons maintenant, lorsqu'on a une charge ponctuelle Q, eh bien, elle crée un champ E en un point. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Et maintenant, on peut dire aussi qu'en ce même point existe une fonction scalaire qu'on appelle potentiel. Il existe un potentiel défini, si vous voulez, par une fonction scalaire, qui est Q sur 4pi epsilon 0 R. Alors, oui, maintenant, on va se demander qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons toute une collection de charges, Q1, Q2, etc., et qu'est-ce qui se passe en un point M. Bon, bah, vous verrez, c'est le principe de on va appliquer ce qu'on va appeler le principe de superposition. Pour cela, on va considérer chaque charge prise séparément, et donc Q1 va créer le potentiel V1, Q2 va créer le potentiel V2, etc. Qn va créer le potentiel Vn, voilà. Et le potentiel total va être simplement la somme de tout ça. Et ça, on peut le démontrer à partir du principe de superposition qu'on a vu la dernière fois appliqué au champ. D'accord? Qui lui-même vient du principe de superposition appliqué aux forces. Bon, mais en tout cas, ici, ce que nous allons retenir, c'est que le potentiel créé en un point M par un ensemble de charges ponctuelles, eh bien, c'est la somme de tous les potentiels individuels créés par chaque charge comme si elle était toute seule. Voilà. V égale la somme des VI, on va dire. C'est une somme qui est scalaire, puisque le potentiel est un scalaire. Et alors, c'est une somme algébrique, parce que là-dedans, bah, il y a des termes qui peuvent être positifs, d'autres qui peuvent être négatifs. Ok, alors, nous avons vu pour un ensemble de charges ponctuelles. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si la charge n'est pas ponctuelle? Donc, c'est une distribution de charges. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est vraiment ce qu'on a vu la semaine dernière,
lorsqu'il s'agissait de voir le champ électrique créé par une charge qui n'est pas ponctuelle, ben on va faire exactement le même genre de choses en disant d'abord qu'il y a trois types de distribution, en commençant, vous vous rappelez, distribution linéique, surfacique et volumique. Bon, on va commencer par la distribution linéique, c'est quand la charge est étalée sur un fil, lorsque nous avons un fil chargé, eh bien, la charge va être décrite par une densité linéique qu'on appelle lambda. Je rappelle, lambda, c'est la charge par unité de longueur, dq sur dl. Et la méthode pour déterminer le potentiel créé en un point, c'est de diviser toutes ces charges Q en une infinité de charges infinitésimales dq, qui sont égales, chaque dq est égal à lambda dl, et chaque dq peut être considéré comme une charge ponctuelle. Et donc, à ce titre, la charge dq va créer au point M un potentiel dont on connaît l'expression. Le voilà, c'est dv égale dq sur 4 pi epsilon 0 r, et dq c'est lambda dl. Donc, lambda dl sur 4 pi epsilon 0 r. Et en vertu du principe de superposition, maintenant on va dire que le potentiel total, eh ben, ça va être la somme de tout ça, de tous ces potentiels infinitésimaux, sauf que cette somme évidemment n'est pas une somme discrète, mais une somme continue, donc c'est une intégrale. Et voilà, on obtient que le potentiel, c'est égal à l'intégrale sur le fil chargé de lambda dl sur 4 pi epsilon 0 r. L'intégrale porte bien évidemment sur le fil chargé. Et alors c'est une quantité scalaire, il y a véritablement une seule intégrale à calculer, alors que vous vous rappelez, dans l'expression du champ, qui était une expression vectorielle, il y avait en fait trois intégrales à calculer, une pour chaque composante. Ici c'est plus simple, c'est scalaire. Alors on va voir maintenant lorsqu'il s'agit d'une surface. Vous vous rappelez qu'on avait défini une densité qu'on avait appelée sigma, qui est égale à dq sur ds, la charge par unité de surface. Et on procède vraiment de la même façon. C'est-à-dire qu'on va diviser la charge totale en une infinité de charges élémentaires, qui sont dq égale sigma ds. Chaque charge peut être considérée comme une charge ponctuelle, qui va créer un champ dans l'expression et sigma sur 4 pi epsilon 0 ds sur r, hein, puisque sigma ds c'est dq. Et le potentiel, c'est la somme de tout ça. Donc c'est l'intégrale qui est double ici, puisqu'il s'agit d'une surface. L'intégrale sur la surface, une plaque par exemple, une plaque chargée, de la quantité dq sur 4 pi epsilon 0 r. C'est toujours l'intégrale de dq sur 4 pi epsilon 0 r. Simplement, dq, tout à l'heure c'était lambda dl, maintenant c'est sigma ds, et dans ce qui va suivre, ça sera rho d tout. Dans ce qui va suivre, c'est lorsqu'on a affaire à une densité volumique, caractérisée par la densité rho, hein, rho qui est égal à dq sur d tout. Donc, toujours la même chose, on divise toutes ces... Bon, il ne faut pas dire la plaque ici, disons, on va diviser le corps chargé en une infinité de petits éléments. Chaque élément porte la charge dq, qui est égale à rho d tout. Cette charge, qui peut être considérée comme une charge ponctuelle, va créer en M un potentiel dV qui est égal à dq sur 4 pi epsilon 0 r, donc rho d tout sur 4 pi epsilon 0 r, et le potentiel total, c'est la somme de tout ça. C'est l'intégrale, triple cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un volume, de rho d tout sur 4 pi epsilon 0 r. Donc voilà, c'est la même chose qui s'est répétée 3 fois. Bon, eh bien, je pense, voilà, on va l'appliquer dans un cas. On va voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça. On va l'appliquer dans le cas d'un anneau, enfin, c'est un fil circulaire. Voilà, c'est le fil qui est dessiné. Donc, il est caractérisé par une grandeur lambda, par une densité linéique lambda.
et on va déterminer le champ, on va déterminer le potentiel, le champ on l'a déjà fait la semaine dernière, on va déterminer le potentiel créé par cette charge en un point quelconque de l'axe. Bien, alors pour cela, maintenant voilà, j'ai vraiment l'impression de me répéter, mais voilà, on prend la charge, on la divise, on prend le fil, on le divise en une infinité de petits éléments. Les petits éléments, je pense, voilà, on l'appelle DL sur le dessin. Vous voyez, regardez, sur le dessin, il est en train de dessiner, voilà, DL qui vient de tomber. Et vous voyez sur le dessin DL qui est un arc, c'est un arc de cercle. Il vaut donc R fois défi, le rayon fois l'angle, c'est un angle élémentaire, défi. Alors, ce petit élément dl porte la charge dq égale lambda dl, et il va créer un potentiel en un point M. Alors, donc la charge dq égale lambda dl, c'est-à-dire lambda r défi, et le potentiel créé au point M, c'est toujours dq sur 4pi epsilon 0 r. Donc ici, c'est lambda r défi sur 4pi epsilon 0 r. R, c'est la distance donc qui va de l'élément dl jusqu'au point M, comme vous le voyez sur la figure ici. Voilà. Maintenant, le potentiel total, eh bien, ça va être la somme. Ici, c'est une intégrale simple sur tout le fil, qui est ici un anneau. Voilà, donc c'est l'intégrale de tout ça. Voilà. Ici, vous allez voir que l'intégrale est particulièrement facile à déterminer, puisque si on fait un tour complet, ça veut dire que phi varie de 0 à 2pi, on est d'accord. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout le reste est constant. Lambda r, lambda grand R sur 4pi epsilon 0, bien sûr, et petit r aussi, c'est une constante. Vous le voyez bien sur le dessin, regardez. Voilà R. Lorsque le point P, enfin, il n'y a pas marqué P, mais lorsque dl, si vous voulez, parcourt le cercle, lorsqu'on vient n'importe où, ici, vous voyez que la distance jusqu'au point M reste la même. C'est toujours petit r. Donc, on le sort de l'intégrale. Cette intégrale-là, ça va nous donner un facteur de pi qui simplifie avec le 4pi. Et le résultat, voilà, c'est lambda r sur 2pi epsilon 0 r. Ce qu'on peut encore ajouter, c'est l'expression du petit r, d'après le théorème de Pythagore. Petit r, vous voyez que ça va être racine de z au carré plus grand R au carré. Voilà ce qu'on va certainement écrire ici. Voilà, lambda R sur 2 epsilon 0 racine de R au carré plus Z au carré. Voilà. Alors, en particulier, vous voyez au centre de l'anneau, au centre du cercle, c'est-à-dire lorsque Z est égal à 0. Vous voyez que racine de R au carré, c'est R, ça simplifie. Il vous reste un potentiel qui est égal à lambda sur 2 epsilon 0. OK. Je rappelle qu'en ce même point O, le champ était nul, ce qui est parfaitement clair par symétrie déjà. Mais par le calcul aussi, on avait trouvé 0. OK. Et cette expression est valable quel que soit le point Z, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de Z, je veux dire, quelle que soit la position du point M, vous pouvez le prendre là, ou là, ou là, ou là, ou en haut, ou bien carrément pour Z négatif, tout ça, ça reste valable. Tout ceci reste valable. Bon, maintenant, on va essayer d'établir une relation entre le champ E et le potentiel V. On sent bien que les deux choses sont reliées. Bon, on va voir ça de plus près. Je vous rappelle d'abord ce qu'on appelle une différentielle totale exacte d'une fonction V, n'importe quelle fonction V, à condition qu'elle soit continue et dérivable. Ce que nous avons, nous, ici, c'est ce que mon prof de maths au lycée appelait une fonction gentille. C'est-à-dire, voilà, elle était continue et dérivable.
Eh bien, à 3 dimensions, ça nous donne la dérivée partielle par rapport à x fois dx, plus la même chose pour y, plus la même chose sur z, ce qui permet de voir que, en fait, lorsque dx et dy et dz tendent vers 0, le dv, qui va tendre vers 0 lui aussi bien sûr, représente l'accroissement de v lorsque il y a l'accroissement dx, dy et dz des coordonnées. Bon, alors, cela dit, vous voyez cette expression, on peut l'écrire si on adopte les coordonnées cartésiennes, ce que nous sommes en train de faire ici. Eh bien, on peut écrire cette même expression sous la forme d'un produit scalaire. Vous voyez ici. Regardez, si, a posteriori, si maintenant on fait le produit scalaire, à partir de cette ligne-là, on va remonter à cette ligne, puisque EX scalaire EX, ça donne 1. Et que EX scalaire EY ou scalaire Z, ça donne 0. Donc en fait, on effectue le produit scalaire en distribuant tout ça, et on va retrouver cette expression. Ok. Ensuite, oui, ben c'est simplement ici, vous voyez le V qui est là, c'est un petit peu, je le mets entre parenthèses, en facteur je veux dire. Bon, c'est pas des multiplications, mais bon, on le sort de la parenthèse, vous voyez, il vient ici, et on obtient dans la parenthèse ce qu'on appelle un opérateur. C'est un opérateur vectoriel, où il y a d'abord la dérivée par rapport à x, selon la direction EX, la même chose pour y et pour z, et cet opérateur-là s'appelle l'opérateur gradient. Il est noté comme ça, GRAD, mais c'est l'opérateur gradient. Voilà. Et ça représente le taux de variation dans l'espace. Un petit peu comme, si vous voulez, la dérivée représente le taux de variation selon une direction donnée. Mais quand on a plusieurs directions, eh bien, le taux de variation dans toutes les directions est donné par cet opérateur. Très bien. Et l'autre, et la parenthèse qui est là, ça c'était dl. Vous reconnaissez dl ici, dl en coordonnées cartésiennes. Voilà, ça nous donne ceci. Ce qui fait qu'on peut écrire, on peut réécrire ce dv-là, dvm, comme gradient de v scalaire dl. Alors, vous voyez cette expression qu'on a finalement établie ici à partir des coordonnées cartésiennes? Eh bien, en vérité, cette expression, cette égalité-là, est la définition du gradient d'une fonction, même si vous ne travaillez pas en coordonnées cartésiennes. Je veux dire, c'est indépendant des coordonnées. Cette égalité-là est vraie indépendamment des systèmes de coordonnées. Vous pouvez utiliser le système que vous voulez. Ça, en fait, c'est la définition du gradient. Si vous avez une fonction f, vous pouvez écrire df égale gradient de f scalaire dl. Bon, nous, on l'a introduit de cette façon. Bon, très bien. Et maintenant, vous voyez, il faut qu'on fasse intervenir le champ E. Regardez, nous avons écrit, nous, tout à l'heure, la définition de la circulation élémentaire. Hein, c'était E scalaire dl, c'est la définition de la circulation. Ça nous avait permis de définir le potentiel. On avait écrit que ceci est égal à moins dv. Et dv, actuellement, on vient de voir qu'il est égal à gradient de v scalaire dl. Voilà. Donc, vous voyez que, et ceci est vrai quel que soit dl, hein, c'est un infiniment petit. Donc, si on fait l'égalité entre les deux, eh ben, vous voyez que E va être égal à moins gradient V. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va écrire maintenant. Oui, en regardant E qui est là et le gradient V ou moins gradient V qui est là, eh ben, voilà, on écrit que E égale moins gradient V, qui est une relation vraiment importante. C'est une relation locale qui est vérifiée en tout point de l'espace.
en tout point où le champ et le potentiel peuvent être définis, bien entendu. Alors vous allez voir que cette relation va nous permettre parfois de déterminer le champ à partir du potentiel. Le potentiel est plus facile à calculer que le champ. Enfin, ça dépend des cas. Mais c'est scalaire et donc c'est plus simple. Et donc on utilise cette relation-là pour déterminer le champ. Ou bien encore, on peut faire l'inverse. Parfois, il est plus facile de déterminer le champ. On peut utiliser des théorèmes. Dans le chapitre suivant, on va parler d'un certain théorème de Gauss, qui permettra de déterminer le champ par une toute autre méthode. Et une fois qu'on a déterminé le champ, on pourra déterminer le potentiel correspondant grâce à cette relation. On pourra faire pas mal de choses. Alors toujours justement pour déterminer par exemple le champ à partir du potentiel, eh bien on va écrire la relation E égale moins gradient V dans les trois systèmes de coordonnées. Par exemple, dans les coordonnées cartésiennes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la composante EX va être égale à moins dV sur dx, etc. Pour les coordonnées cylindriques, je vois ici voir page 40, ça fait référence au livre qui accompagne ceci. Mais bon, pour nous, maintenant, on va juste parler des relations cylindriques. Vous pouvez l'établir vous-même, hein, c'est très simple. Vous partez de la relation gradient V, dV égale gradient V scalaire dl, et vous exprimez à ce moment-là dl en coordonnées cylindriques. Bon, vous faites le calcul et vous trouvez ça, c'est très rapide. On peut faire la même chose en coordonnées sphériques, ça donne ces équations-là. Voilà, ce sont des équations qu'on peut retrouver toujours si un jour on ne les a pas tout de suite en tête. Et ben voilà, donc ça a fini cette première partie. On se revoit tout à l'heure pour ceux qui ont le courage de continuer tout de suite après.